Bonjour à tous, bienvenue au webinaire. On vous propose d'attendre quelques minutes avant de commencer, que les participants se connectent. Pour ceux qui sont rentrés, on vous propose d'attendre encore 1 minute, le temps que les participants se connectent, et ensuite on commence le webinaire. Eh ben, je vous propose de commencer ce webinaire, et puis les participants vont petit à petit nous rejoindre. Et bah, bienvenue à tous à ce webinaire organisé par Agrosolutions. On voulait aujourd'hui vous proposer d'aborder le sujet et de faire un petit tour d'horizon des initiatives, des cadres et des réglementations pour engager notamment sa coopérative dans une stratégie de décarbonation. Et donc aborder tous ces sigles que vous avez probablement dû voir passer, le SBTi, le GHG Protocol, la CSRD. Vous proposer, voilà, un petit décryptage et quelques clés de compréhension. Donc ce webinaire est enregistré, du coup on vous enverra le replay, et puis ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions dans le fil de discussion, et puis on prendra 15 minutes en fin de réunion pour répondre à vos différentes questions. Un petit rappel pour ceux qui nous connaissent pas, Agrosolutions, qui on est. Donc on est un cabinet d'expertise conseil en agriculture et environnement. On est une filiale du groupe InVivo. On est aujourd'hui 48 collaborateurs répartis dans 6 bureaux régionaux, et nos bureaux principaux sont basés à Reims. On a 6 domaines d'expertise. Le premier est l'agronomie, qui est notre ADN. Le deuxième, le climat, qu'on va aborder aujourd'hui. Et puis on travaille également les sujets de l'éco-conception, notamment pour les filières agroalimentaires, le sujet des agri-énergies, de la biodiversité et de la résilience alimentaire. Sur les sujets de la transition bas carbone, on a une équipe aujourd'hui de 17 experts chez Agrosolutions qui sont vraiment dédiés à la mesure de l'impact climat, et qui sont formés aux méthodes d'ACV, de bilan carbone, et qui accompagnent du coup nos différents clients sur la définition de stratégies de décarbonation, et notamment pour avoir quelque chose qui soit précis et concret, notamment sur le secteur agricole. Et puis, on accompagne aussi les sujets de SBTi Flag dont on va parler aujourd'hui. Et puis vous êtes certains à connaître notamment notre outil Carbon Extract, qui est un outil qu'on a déployé auprès des acteurs agricoles pour permettre la réalisation de bilan carbone des exploitations agricoles, et leur accompagnement justement dans la transition bas carbone. On est, Agrosolutions, assez impliqué dans un certain nombre de projets de recherche à l'échelle française et européenne, notamment sur les sujets de la finance carbone et des méthodes. C'est un pied dans le monde de la recherche qu'on essaye aussi de faire bénéficier du coup nos clients. Vous avez peut-être entendu parler des sujets des projets Carbon Think, Maravik, mais voilà, l'idée c'est qu'on puisse pouvoir vulgariser autant que possible les avancées et les sujets méthodaux qui sont travaillés dans le cadre de ces projets de recherche. Aujourd'hui, on sera 3 intervenantes à vous
décrypter ou faire ce tour d'horizon. Donc moi-même, Morgane Enaf, Marine de La Sayette et Laurette Laurent. Donc on est toutes les 3 consultantes chez Agrosolutions sur les sujets de la transition, bas carbone. On va, rentrer, dans le vif, du, sujet si ça vous va. On vous propose, sur 45 minutes, aujourd'hui, d'aborder dans un premier temps, de revenir sur les objectifs de décarbonation qui s'imposent, au secteur agricole et agroalimentaire et puis de vous donner aussi des éléments de contexte sur pourquoi en tant que coopérative, vous devez ne pas reporter ce sujet, de la décarbonation de votre organisation. Des éléments de contexte financiers, réglementaires, économiques. Et puis on rentrera dans, le vif du sujet. On vous fera du coup un tour d'horizon, des cadres, initiatives pour la décarbonation et notamment on va, vous parler, un peu plus en détail du SBTi, du GHG Protocol, pour vous donner des clés de compréhension sur ces cadres. Et un sujet qui vous intéressera également, un petit benchmark, pour, vous donner à voir finalement, où en sont, les coopératives et entreprises, du secteur agroalimentaire sur ce sujet de la décarbonation. Qui est avancé, qui a pris des engagements. C'est aussi intéressant pour, savoir, potentiellement, dans votre, environnement, dans votre écosystème, comment ça peut, se répercuter. Et puis voilà, on gardera, quelques minutes à la fin pour vous présenter, Agrosolutions et ce qu'on peut vous proposer comme accompagnement complémentaire et puis, répondre à vos questions-réponses évidemment. Donc pour, commencer ce webinaire, on voulait vous repartager, un petit peu de contexte et puis les objectifs de décarbonation qui s'appliquent au secteur agricole et agroalimentaire. Tout d'abord, vous rappeler, on ne sera pas long sur les rappels, on imagine que vous avez déjà ça en tête, mais que l'agriculture, du coup, est le deuxième secteur, d'émissions, en France et en Europe. À l'échelle européenne, c'est 11 des émissions de gaz à effet de serre. En France, c'est 21 donc c'est le 2e secteur émetteur après les transports. En revanche, ce qui fait un peu la spécificité du secteur, agricole, c'est que, il n'émet pas que du CO2, qu'à la différence des autres secteurs, il émet, 2 gaz à effet de serre assez spécifiques qui sont, le méthane et le protoxyde, d'azote. Donc le méthane, c'est 45 des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. C'est lié principalement, à l'élevage, à la fermentation entérique des animaux. Et c'est impactant car, le méthane, c'est un pouvoir de réchauffement, global, de 30 fois, celui du CO2. Le 2e poste d'émissions du secteur agricole, c'est les émissions de protoxyde d'azote. C'est 42 des émissions du secteur. C'est principalement lié à l'utilisation des engrais et de l'azote. Et c'est impactant parce que le pouvoir de réchauffement, du protoxyde d'azote est de 265 fois, celui du CO2. Donc et enfin, le dernier, gaz à effet de serre pour le secteur agricole, c'est, le, dioxyde de carbone et ça représente 13 des émissions du secteur agricole. Donc vous allez le voir, le fait que le secteur agricole ait des émissions et de gaz à effet de serre, différents du CO2 dans ses émissions, c'est aussi quelque chose d'assez spécifique, qui le rend assez spécifique vis-à-vis des autres secteurs puisqu'en fait, on va être sur des émissions, qu'on va appeler biogéniques, donc liées à des processus, naturels et aussi des émissions qui sont diffuses, en fait, donc qui sont vraiment, pas liées, à une source, d'émissions, fossiles, mais qui vont avoir lieu sur toutes les parcelles agricoles, au niveau de tous les animaux et qui du coup sont aussi plus difficiles à maîtriser. Donc des objectifs de réduction, pour le secteur agricole qui vont être, définis en fonction de cette spécificité. Donc si on revient maintenant, sur un contexte un peu plus international, vous connaissez tous, l'accord de Paris qui est vraiment, l'accord fondateur, dans la lutte, contre le changement climatique. Donc l'accord international qui a été conclu entre 194 parties au niveau, international, pour se mettre d'accord sur une chose, c'est il faut à tout prix qu'on limite le réchauffement climatique à en dessous des 2 degrés, par rapport au niveau, pré-industriel. Et comment faire pour essayer d'atteindre, de limiter, ce réchauffement climatique en dessous des 2 degrés? C'est atteindre la neutralité carbone, en 2050 à l'échelle planétaire. Donc la neutralité carbone, ça veut dire quoi? Ça veut dire
et réduire autant que possible, nos émissions, de gaz à effet de serre, à un certain, niveau, qui est assez, faible pour que, ces émissions résiduelles puissent être compensées par, les absorptions de carbone et les puits de carbone, au niveau mondial, c'est-à-dire, la forêt, les sols agricoles, par exemple. Cet accord, il a été adopté en 2015 et pour atteindre cette neutralité carbone, chaque pays se voit affecter des budgets carbone, des seuils d'émissions, maximum, que les pays doivent respecter. Et donc finalement, cet accord de Paris, c'est, un peu l'accord à l'origine, vous allez le voir, de tous les objectifs, de tous les engagements de réduction, qui pèsent sur les États et sur les entreprises. Et notamment, cet accord de Paris, à l'échelle européenne, il a été décliné, dans le Green Deal. Donc le Green Deal, c'est un ensemble, règlements, de lois qu'on a indiqués ici. L'objectif global du Green Deal, c'est de faire de l'Europe le premier continent neutre pour le climat d'ici 2050 et le Green Deal, son objectif, c'est aussi de travailler sur une décarbonation de tous les secteurs économiques. Donc plus concrètement, qu'est-ce que ça, implique comme niveau d'atteinte de réduction des émissions de gaz à effet de serre? C'est un objectif de réduction de 55 de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Donc un objectif, assez, ambitieux de réduction et le deuxième objectif qui est un objectif de, développer les puits de carbone et donc notamment, la restauration, des forêts, des sols, des zones naturelles pour, augmenter, les puits de carbone et absorber 310 millions de tonnes de CO2, en plus en 2030. En France maintenant, comment ce Green Deal, se décline? Puisque vous le voyez, hein, ça se, décline, petit à petit, du niveau international de l'Europe, et maintenant on arrive, ça découle sur la France. Heu, Dans le cadre de la planification écologique, qui, aujourd'hui, donc décline, les objectifs du Green Deal par secteur et notamment à l'horizon 2030. Pour le secteur agricole, l'objectif, est de réduire de -22 ses émissions de gaz à effet de serre, en 2030 par rapport à 2015. Vous le voyez, un objectif, qui a été rehaussé, depuis, la dernière, stratégie nationale bas carbone où on était à -18. Et pour le secteur agroalimentaire, qui est un secteur aussi, hem, sur lequel vos coopératives, du coup, sont actives, on se rattache du coup au secteur, industriel, qui a un objectif global, de réduction de son empreinte carbone de -41. Vous le voyez, le secteur, industriel, et notamment dont fait partie le secteur agroalimentaire, a un objectif de réduction, plus, ambitieux et plus, élevé que celui du secteur agricole. Aussi, du fait des spécificités dont on a parlé pour le secteur agricole, tout à l'heure. Donc à ce stade, pour, vous en tant que coopérative, il y a pas d'objectif, contraignant. On est sur des objectifs sectoriels à l'échelle nationale. Mais cependant, on a quand même des feuilles de route par, climat qui ont été exigées par filière. Comment ça se met en place? À l'échelle, c'est la loi climat, et résilience, qui, en fait, demande, aux différentes filières et notamment aux filières pour les 4 secteurs économiques, les plus émetteurs en France, donc dont fait partie l'agriculture, de définir des feuilles de route, pour expliquer finalement quelle va être la marche à suivre de la filière pour atteindre l'objectif, en 2030 de réduction des émissions. Et donc pour le secteur agricole, vous avez peut-être suivi ces travaux. Il y a des travaux qui ont été lancés, par la filière des grandes cultures avec, Intercéréales et Terre Univia, et des, travaux aussi en cours, au niveau de l'élevage, qui justement, essayent de faire ce travail, c'est des travaux dans lesquels AgroSolutions, a contribué, pour, justement définir quel levier on va activer, à 2030, voilà. Est-ce qu'on est capable, d'être, aux objectifs et quels moyens il va falloir, mettre en œuvre pour les atteindre? Donc à date, ces travaux, ils n'ont pas encore été, publiés, ni validés.
Mais l'objectif, c'est qu'une fois qu'il y aura une validation, de ces travaux, l'objectif, c'est qu'aussi cette validation, elle soit faite en concertation avec, tous, tout le secteur, concerné. Ça sera l'objectif, c'est que voilà, ça soit, adopté, décliné par les entreprises au sein des feuilles de route, de chacune des entreprises. Donc, voilà ce qu'on voulait vous partager d'un point de vue, objectif, et politique, nationale et européenne. Mais, plus globalement, on voulait aussi, vous donner des éléments de contexte, sur, notamment économiques, financiers, réglementaires, sur pourquoi c'est important justement de ne pas reporter ce sujet de la décarbonation en tant que coopérative agricole. Bon, le premier, c'est évidemment le sujet de la responsabilité sociétale, hein. Ça nous paraît, important en tant qu'organisation, d'évaluer son impact et de réfléchir à comment on peut contribuer à essayer de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés en tant qu'organisation. Et puis, plus largement, c'est aussi, finalement un sujet, économique, en tant que coopérative agricole puisque, vous allez le voir dans la suite de la présentation, mais de plus en plus, d'acteurs agroalimentaires, d'acteurs de la distribution, s'engagent sur des objectifs de décarbonation à des horizons 2030, à des horizons 2050. Et donc, vous, en tant que coopérative, agricole, c'est aussi des engagements que ces, entreprises prennent, à l'aval, qui vont, petit à petit, découler, et se reporter finalement sur les acteurs, de l'amont agricole. Donc, engager ce sujet de la décarbonation de son entreprise, de son amont agricole, c'est aussi un atout pour, conserver, développer ses marchés, ses clients et c'est aussi un avantage concurrentiel, à mettre en avant quand on est un petit peu plus, avancé, que ses concurrents, sur ce sujet-là, donc et c'est aussi un atout pour renforcer son image de marque. Donc ça nous paraît, voilà, être, un point en tout cas, important qui doit être, intégré dans votre réflexion. Le deuxième sujet qu'on voulait vous élément de contexte aussi qu'on voulait remettre là, c'était le sujet d'accès au financement parce qu'à l'échelle européenne, la taxonomie verte, la SFRD, c'est, 2, directives, qui encadrent, la finance durable et qui demandent finalement aux financiers, d'être plus regardants sur, le type, d'activités qu'ils vont financer, et donc, pour vous, c'est, probablement aussi des exigences plus importantes, extra-financières notamment pour accéder au financement. Donc voilà, un petit peu plus de choses qui peuvent vous être demandées sur justement votre stratégie en tant qu'organisation, pour, vis-à-vis du climat, pour pouvoir accéder à certains financements. Il y a, des grilles de notation extra-financières qui existent, le TCFD, le CDP, qui sont, des grilles, qui permettent en fait aux entreprises, d'être notées, et qui sont, aujourd'hui des repères utilisés par les investisseurs pour justement, prioriser leurs investissements et savoir si, les entreprises, dans lesquelles, ils investissent sont suffisamment, avancées d'un point de vue, réflexion et stratégie climatique. Et enfin, le dernier point, qu'on va, aborder, plus en détail, c'est un sujet réglementaire. Vous avez sûrement entendu parler de la Corporate Sustainability Reporting Directive, la CSRD, qui est une directive européenne, pour un reporting extra-financier plus exigeant et qui va concerner un certain nombre d'entre vous en tant que coopérative. On estime à près de 150 coopératives qui seraient soumises à la CSRD dès 2025. Et donc je vais, laisser, Laurette vous présenter un petit peu plus en détail la CSRD et ce que ça implique pour vous en tant que coopérative. Oui, tout à fait. Donc, comme l'a dit Morgane, la CSRD, c'est une directive européenne de reporting extra-financier qui va venir remplacer la DPEF. Donc, ça se base sur l'analyse de la double matérialité d'impact entre une entreprise, donc son environnement et son économie. Elle comporte 2 normes transversales et 10 normes thématiques qui sont réparties en 3 catégories, environnementale, sociale et gouvernance. Et pour chaque catégorie, il y a des sous-catégories. Et pour chacune d'entre elles, l'entreprise va devoir identifier les impacts, les risques et les opportunités liées à ses activités. Donc, dans la catégorie environnementale, on retrouve notamment le changement climatique, la pollution, la qualité et la préservation des ressources en eau, de la biodiversité et des écosystèmes.
Donc, l'entreprise va devoir définir s'il y a un lien entre ses activités et ses sous-catégories et reporter ces incidences en utilisant les indicateurs qui sont définis, ainsi que leur stratégie de mitigation. Pour la sous-catégorie qui concerne le changement climatique, c'est la seule qui devra être justifiée si elle est exclue de l'analyse et elle comporte un certain nombre d'indicateurs, comme par exemple la réalisation d'un bilan de gaz à effet de serre, tout scope. Donc, chaque année, les entreprises vont devoir publier leur rapport et l'objectif de cette nouvelle directive, c'est vraiment d'avoir un cadre harmonisé à l'échelle européenne pour pouvoir facilement comparer les performances. Donc, elle s'appliquera dès 2025 pour les entreprises qui sont déjà soumises à la DPEF et va progressivement s'étendre jusqu'aux entreprises de 250 salariés qui auront un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros ou un bilan de 20 millions d'euros. Merci Laurette pour ce détail et donc on espère que c'est un petit peu plus, précis pour vous, les raisons d'y aller, de pourquoi y aller et je laisse la main du coup à Marine, pour, vous présenter, et vous faire ce tour d'horizon des cadres et initiatives pour aller et s'engager dans cette, décarbonation. Effectivement, merci Morgane, merci Laurette. Donc, après avoir balayé les différents axes de décarbonation du secteur agricole et agroalimentaire, nous vous proposons de rentrer un petit peu plus profondément dans différents cas d'initiatives pour vous engager dans une stratégie de décarbonation. Il existe donc 2 initiatives qui encadrent les objectifs et les moyens de décarbonation à l'échelle d'une entreprise. Donc, le SBTI, qui permet de mettre en place et de soumettre des trajectoires de réduction carbone, et également ACT, qui permet d'évaluer la crédibilité des moyens mis en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de votre entreprise. Et donc, il existe également 3 référentiels pour la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre de votre entité. Donc, le GHG protocole, qui est reconnu à l'échelle internationale et seul compatible avec la définition d'une trajectoire SBTI. La norme internationale ISO 1464, qui s'adresse aux gouvernements et aux entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles, qui souhaitent vérifier et valider leur rapport de gaz à effet de serre. Et enfin, la méthodologie bilan carbone à l'échelle de la France, de l'ADEME, qui est une méthodologie, bien entendu, française. Donc, il y a eu la naissance des engagements de réduction qui a eu lieu en fait après les accords de Paris. En effet, les accords de Paris ont été le premier accord véritable, accord universel sur le climat, qui prévoit de limiter l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés d'ici la fin du siècle par rapport aux températures pré-industrielles. Et c'est en fait dans ce cadre-là que l'initiative Science Based Targets a vu le jour. C'est une initiative qui a été portée par 3 acteurs principaux, donc le Carbon Disclosure Project, le World Resources Institute et le UN Global Compact. Il permet de définir un cadre harmonisé et volontaire pour les entreprises en leur afférant un budget carbone maximal à ne pas dépasser, qui soit aligné sur la science du climat. Et cette initiative, du coup, permet la mise en place d'une trajectoire de réduction de gaz à effet de serre afin de ne pas dépasser donc, les 1,5 degrés ou bien en dessous de 2 degrés de réchauffement global à l'échelle planétaire par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est une initiative qui s'articule sous 3 axes, donc la réduction, qui est l'absolue priorité, puis l'évitement et en second temps la séquestration carbone une fois que vous aurez maximisé la réduction sur votre chaîne de valeur. Donc avant cette initiative qui encadre les objectifs de réduction carbone, il y a eu le GHG Protocol. Le GHG Protocol est une norme internationale du coup, qui a été développée dans les années 90 par 2 acteurs, le World Business Council for Sustainable Development et le World Resources Institute. Il permet de définir du coup l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre de votre entité en détaillant les différentes sources et catégories d'émissions. Il est principalement destiné aux entreprises, aux gouvernements et aux organisations et il encadre les exigences du SBTI, il facilite en fait la comparaison et le suivi des performances environnementales entre plusieurs entités et il favorise la transparence et la responsabilité de vos engagements environnementaux. Le GHG Protocole, donc, permet d'effectuer un inventaire des émissions de gaz à effet de serre, comme je vous le disais.
Il détaille donc les différentes sources et catégories d'émissions. Et donc, il répertorie les émissions sous 3 scopes. Le scope 1, en premier lieu, qui répertorie toutes les émissions directes provenant de sources détenues ou bien contrôlées par votre coopérative agricole ou votre entreprise. Par exemple, le chauffage dans les locaux ou bien les émissions de véhicules détenues par l'entreprise. On a perdu Marine? Est-ce qu'il y a que moi chez qui ça coupe? Non, on l'a perdu aussi. Ah, mince. On va voir 1 minute si elle arrive à se reconnecter. Ah oui, elle a perdu sa connexion apparemment. Alors, on va encore attendre 1 minute, voir si elle arrive à retrouver une connexion, mais sinon je prendrai j'essaierai de reprendre la main. Je vais peut-être, hop, reprendre. OK. On en était au scope 2, il me semble. Donc effectivement, le scope 2 concerne voilà, les émissions indirectes associées à la production d'électricité, de chaleur ou de froid. Et le scope 3 va concerner, lui, un large pan des émissions concernées puisqu'en fait, il va intégrer toutes les émissions associées aux achats de l'organisation notamment et en fait de toutes les sources qu'elle ne possède pas ni ne contrôle directement. Donc voilà, par exemple, en tant que coopérative, le blé que vous allez acheter auprès des agriculteurs fait partie du scope 3, c'est-à-dire qu'il n'est pas produit sur une terre qui vous appartient, ni que vous ne détenez pas, mais du coup, il est intégré dans votre bilan carbone. Et donc, après avoir fait ce petit point sur le GHG protocole et ses différents scopes, scope 1, 2 et 3, comment maintenant interagissent le GHG protocole et le SBTI? Donc le GHG, vous l'avez compris, c'est vraiment un cadre méthodologique pour déclarer et pour faire le bilan de ces émissions de gaz à effet de serre. Il y a plusieurs guides qui encadrent les différents types d'émissions de gaz à effet de serre qui sont à déclarer. Et le SBTI, lui, c'est vraiment un cadre qui va permettre la mise en œuvre d'objectifs de décarbonation qui soient conformes aux accords de Paris, en fonction de votre activité. Et de la même façon, là, il y a différentes approches sectorielles qui sont définies selon justement le type de secteur sur laquelle l'entreprise est impliquée. Et pour rentrer donc sur l'exemple du secteur agricole, donc le GHG Protocol a défini un guide spécifique pour le secteur agricole, pour justement comptabiliser les émissions de l'agriculture. Ça s'appelle le GHG Land Sector and Removal, qui va vous expliquer finalement, voilà, la méthode à suivre pour bien comptabiliser, que ça soit uniforme entre tous les acteurs, les émissions du secteur agricole. Et du coup, en réponse à ça, le SBTI a défini un
cadre spécifique pour les entreprises qui sont impliquées sur le secteur FLAG, donc FLAG pour forêt, terre, agriculture. Donc les entreprises qui sont vraiment voilà, impliquées sur ce secteur d'activité, il y a un guide qui s'appelle le SBTi Flag qui va permettre de définir plus spécifiquement quels objectifs de réduction d'émissions en fonction des matières premières achetées, de votre secteur plus précis d'activité, quel doit être votre objectif de réduction à l'horizon 2030 et 2050. Donc c'est ça qu'on va décliner maintenant. Donc le SBTi Flag, voilà, il concerne en fait les entreprises du secteur, de tous ces secteurs-là: forêt, production agricole, élevage, transformation agroalimentaire, distribution et tabac. Et il peut concerner aussi des entreprises qui ne sont pas sur ces secteurs d'activité, mais qui ont au moins 20 de leurs émissions, de leur bilan carbone, qui sont associées au secteur Flag. Et donc, les entreprises qui sont déjà conformes SBTi, mais qui ne sont pas encore définies plus spécifiquement leur objectif Flag, vont devoir soumettre et détailler leur objectif Flag au plus tard pour mi-2025. Et donc, si on rentre un petit peu plus dans le type d'émissions qui vont devoir être caractérisées, qu'est-ce que dit le GHG Land Sector and Removal? Sur cette partie agriculture, le GHG Land Sector and Removal définit 3 groupes d'émissions, les 2 premiers à suivre. Les 2 premiers groupes d'émissions à suivre, le premier, c'est le changement d'affectation des terres. C'est-à-dire que si vous, en tant que coopérative, vous achetez du blé à vos agriculteurs, on va devoir vérifier et intégrer un potentiel changement d'usage des sols, c'est-à-dire vérifier que sur les 20 années précédentes, ce blé n'a pas engendré de changement d'usage des sols, par exemple, n'a pas contribué au retournement de prairies permanentes. C'est évidemment pareil et à plus large échelle si vous achetez du soja à l'international qui a pu contribuer à de la déforestation. Le deuxième poste, c'est tout ce qu'on va intégrer dans la gestion des terres, donc en fait toutes les émissions associées à la production du blé, donc les engrais, les émissions de N2O liées aux engrais, les émissions liées voilà, à l'utilisation des machines pour les différentes interventions mécaniques. Donc voilà, ça c'est 2 postes d'émissions qui sont obligatoires dans le cadre du GHG Land Sector. Et puis un troisième poste d'émission qui lui est optionnel, c'est la partie absorption de carbone. Et donc par exemple, on peut, quand vous achetez du blé, ce blé peut être inclus, à l'échelle des agriculteurs dans des rotations, assez, vertueuses, avec des couverts végétaux, par exemple, qui vont contribuer à stocker du carbone dans les sols. La question, c'est est-ce que, on peut du coup intégrer, ce stockage de carbone dans le sol, lié à la culture du blé dans, votre empreinte, le calcul de votre empreinte carbone, à l'échelle de votre organisation? Donc le GHG Land Sector, il dit: «Oui, mais à certaines conditions». Les conditions, elles sont, assez, exigeantes, puisque si vous voulez intégrer, ces absorptions de carbone, dans votre, périmètre, il faut un certain niveau de traçabilité, un certain niveau de mesure et il faut que la traçabilité soit continue. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une traçabilité qui, s'arrête, dans 5 ans. Hem Donc, voilà pour, un petit peu vous expliquer la partie, GHG, Land Sector. Maintenant pour, rentrer un petit peu plus dans le détail du SBTi, Flag, alors je vais, essayer de vous donner autant d'éléments que Marine, même si c'était plutôt Marine qui était censée faire la présentation. Donc pour, en tant qu'organisation, définir, et soumettre, du coup, du SBTi, flag et non flag, vous devez donc proposer une trajectoire SBTi, flag, qui va couvrir, voilà, les émissions, heu, en fait, le flag, lui, va couvrir toutes les émissions de la production au champ et de l'amont de la production au champ. Ensuite, tout ce qui, est, après, le champ,
lui, on considère que ça va être dans du non-flag. Donc, vous devez soumettre, voilà, dans un premier temps, une trajectoire SBTi flag qui va couvrir toutes les émissions liées à la production au champ et à son amont. Et vous allez devoir aussi soumettre un engagement de zéro déforestation, pardon, qui est inclus dans le SBTi flag. Et en complément de ça, soumettre effectivement une trajectoire SBTi non-flag en suivant les autres guides sectoriels. Et cette trajectoire SBTi non-flag va couvrir justement tous les autres maillons de la chaîne qui ne sont pas le secteur agricole. Donc, quelles sont maintenant les exigences en matière de trajectoire SBTi flag? Qu'est-ce que le flag demande en termes d'efforts de réduction d'émissions de GES à l'horizon, aux différents horizons? Donc, il y a plusieurs approches. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais il y a une approche sectorielle et puis il y a une approche par produit, par commodité, avec des objectifs de réduction qui sont propres en fonction de si vous êtes un acteur spécialisé du bœuf, du blé, vous allez avoir des objectifs spécifiques par commodité. Et donc, ensuite, il y a plusieurs étapes dans la définition d'une trajectoire SBTi flag. Il y a déjà une trajectoire court terme qui doit être soumise. Et donc là, l'objectif, c'est que, en fait, d'ici à 2030, vous allez devoir soumettre un objectif qui est soit de réduire de moins 30 vos émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue et par rapport à votre référence, soit selon, si vous avez choisi un objectif plutôt par commodité, choisir vous allez avoir un objectif qui va être en intensité par tonne de produit et lui qui va différer en fonction des types de commodités. Et donc, globalement, en fait, les objectifs, donc ça, c'était pour le flag, donc pour toutes les émissions qui vont concerner, la partie, production, au champ et son amont. Et ensuite, vous allez devoir, en complément de ça, soumettre du SBTi non-flag, qui, lui, va concerner toutes les autres émissions avec des objectifs, un objectif qui est de moins 42 d'émissions en valeur absolue pour les émissions du scope 1 et 2 et moins 25 d'émissions en valeur absolue pour le scope 3 d'ici à 2030. Donc voilà, globalement, si on ajoute, si on met tout, sur le même graphique, vous le voyez, on a, des objectifs, non-flag entre, moins 25 et moins 42 d'émissions d'ici 2030 et pour la partie agricole, moins 30 en valeur absolue, par exemple. Et en complément, donc là, on est sur un horizon court terme. En complément, vous pouvez aussi vous engager dans une trajectoire long terme. Et donc, là, on parle de net zéro flag notamment. Et donc, vous pouvez, par exemple, à l'horizon 2050, vous engager donc avec un objectif qui est requis de moins 72 en valeur absolue des émissions du secteur agricole d'ici 2050. Et pour les émissions non agricoles, non-flag, l'objectif, c'est d'atteindre moins 90 d'émissions pour les secteurs non agricoles, non-flag. Donc voilà, moins 90 et moins 72 de réduction d'émissions à atteindre pour être conforme du coup aux accords de Paris, ce qui est bien l'objectif quand on s'engage dans une trajectoire SBTi en tant qu'entreprise. Et donc on peut même aller plus loin et s'engager dans une trajectoire qu'on appelle net zéro, où là on va en fait réduire l'objectif c'est de réduire ces émissions à des niveaux donc qu'on a présentés juste avant et en plus d'aller compenser ces émissions incompressibles
dans des puits de carbone, naturels. Ah, je vois que Marine est revenue. Désolée. Donc je vais pouvoir te repasser la main sur, la suite de la présentation. Et J'en donc, étais là. pour aller plus loin sur le net zéro, vous pourrez aussi compenser de manière volontaire une fois l'atteinte de vos trajectoires court terme effectuées et avant l'atteinte de votre trajectoire net zéro. Et enfin, pour faire une synthèse, du coup, il sera nécessaire du coup de mettre en place un inventaire flag en reprenant les exigences du Greenhouse Gas Protocol Non-Sector and Removal. Donc, répertorier toutes les émissions liées au changement d'affectation des terres et aussi les émissions liées à la gestion des terres de manière obligatoire et de manière optionnelle, la séquestration carbone sur les terres sur lesquelles vous avez de la traçabilité ou bien qui sont dans votre chaîne de valeur. Cet inventaire flag vous permettra de mettre en place une trajectoire flag court terme ou bien une trajectoire flag long terme, ou les deux. Et ensuite, vous pourrez effectuer aussi un inventaire non-flag, donc qui répertoriera toutes les émissions non-flag, donc liées à la transformation, l'énergie, la distribution, la consommation. Donc, on va retrouver ici toutes les émissions qui ne sont pas liées aux terres. Et cet inventaire non-flag vous permettra de mettre en place une trajectoire non-flag court terme et une trajectoire non-flag long terme. Et je peux passer la parole à Laurette. Voilà, donc on espère que ça vous a éclairé sur, comment fonctionne le SBTI, et le GHG, protocole. Et on va effectivement maintenant, vous, donner un petit peu, à voir, où en est le secteur coopératif et le secteur, agroalimentaire, sur ces sujets. Je te passe la parole, Laurette. Oui, tout à fait. Alors du coup, on entend beaucoup parler du SBTI dernièrement, et c'est pour une bonne raison, parce qu'on voit que depuis sa création en 2015, ça a subi une croissance exponentielle du nombre d'entreprises qui ont été certifiées, et notamment en 2022 avec une hausse de 87% des entreprises avec des objectifs validés par rapport à 2021. Donc, on voit aussi que c'est une initiative qui se développe à l'échelle mondiale, même si principalement dans les entreprises de l'hémisphère nord. En France, ça représente quand même 65% des entreprises du CAC 40 qui ont des objectifs validés et 34% de l'économie mondiale. Donc, on peut voir que c'est une initiative qui n'est pas obligatoire, mais qui devient inévitable et incontournable pour faire reconnaître sa stratégie de décarbonation. Maintenant, en ce qui concerne les coopératives, on a fait un petit tour d'horizon et on a défini le processus de décarbonation en 3 étapes. Donc tout d'abord, réaliser un bilan carbone pour savoir quelles sont les émissions, quelles sont vos émissions propres. Donc dans ce cadre, il y a de nombreuses coopératives qui ont réalisé leur bilan. Donc voici une petite liste non exhaustive. C'est notamment dû au fait que les entreprises de plus de 500 salariés sont soumises dans le cadre de la loi climat et résilience à faire un inventaire carbone. En revanche, il n'y a que peu de bilans qui ont été publiés sur le site officiel de l'ADEME, même si ça faisait partie des exigences. Donc, on voit que les bilans sont réalisés, mais pas toujours publiés. Ensuite, dans un cadre d'engagement SBTI, avant d'être certifié, il faut d'abord adresser une lettre d'engagement auprès de l'organisme et dire qu'on va fixer des objectifs et élaborer une stratégie pour réduire ses émissions qui sera par la suite validée. Donc, on voit qu'il y a des grandes coopératives agricoles qui s'engagent comme Tereos, InVivo, Vivesia et Limagrin, qui sont actuellement engagées et en attente de validation de leurs objectifs, et certaines coopératives qui ont déjà fait certifier leurs objectifs, comme Cristal Union, Agréal ou Sodial Union. Ensuite, on a essayé de regrouper un petit peu les acteurs de l'industrie agroalimentaire et les coopératives et de voir, donc, en utilisant le référencement SBTI, où est-ce que tout le monde se situe. Donc, on voit qu'il y a quand même des entreprises qui se sont engagées sur le long terme et des entreprises qui ont fait valider des objectifs à court terme. Donc, principalement, ce qu'on remarque, c'est que c'est quand même des grandes coopératives ou des grands groupes industriels
En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le fait que ces industries agroalimentaires s'engagent, ça va sûrement découler sur son approvisionnement et ses fournisseurs, parce que pour respecter leurs engagements, ils vont devoir échanger avec les acteurs de l'ensemble de leur chaîne de valeur et essayer de décarboner sur tous les postes. Donc, on peut s'attendre à des cahiers des charges qui vont devenir plus ambitieux avec une traçabilité accrue. Et donc, ça illustre bien le fait que ces engagements ont des réelles conséquences en termes de décarbonation et qui sont en train de prendre de l'échelle à une échelle globale. Merci Laurette pour ce tour d'horizon et ce petit benchmark. Donc, ce qu'on vous propose, c'est si vous souhaitez aller plus loin, AgroSolutions, on peut vous accompagner dans la réalisation du bilan carbone de votre organisation, notamment pour qu'il soit conforme au GHG Land Sector. On est référencé par la BPI en tant qu'expert du dispositif Diag Décarbonation, ce qui peut donner l'accès à des subventions pour la réalisation de son bilan carbone. On a notamment déjà accompagné Axéréal, le groupe d'Arega, les Soufflets Agriculture dans la réalisation de leur bilan carbone d'entreprise. Et puis, on peut ensuite vous accompagner dans la deuxième étape de définition de cette stratégie de décarbonation. Sur ce sujet de définition, de validation d'objectifs SBTi flag et non-flag, ce qu'on propose, c'est de vous accompagner notamment en partenariat avec des cabinets généralistes qui sont experts du SBTi. Et puis, vous accompagner également, puisque au-delà de définir des objectifs flag, enfin SBTi, ce qui est intéressant surtout, c'est de voir finalement comment les déployer à l'échelle de votre structure. Est-ce qu'ils sont réalistes et comment définir un plan d'action concret qui va permettre d'atteindre ces objectifs. Et donc là-dessus, on peut également vous accompagner, notamment sur l'amont agricole, essayer de travailler sur justement ce plan d'action spécifique pour atteindre ces objectifs de décarbonation. Donc, c'est un travail qu'on a déjà réalisé notamment avec le groupe Mondelez et qu'on a réalisé notamment pour effectivement Intercéréales et Terre Univia dans le cadre de justement de leur feuille de route grande culture pour la décarbonation. Et puis, ce qu'on souhaitait aussi vous présenter aujourd'hui, c'est que si avant de vous lancer dans ce sujet, vous souhaitez d'abord avoir une sensibilisation, une formation pour être bien au clair sur tous ces sujets. On va proposer du coup une formation sur ce thème Engager ma coopérative agricole dans une stratégie de décarbonation et d'adaptation au changement climatique. Une formation du coup qui aura plusieurs objectifs qu'on a remis ici. Donc le fait de pouvoir bien refaire le point sur tout le contexte climatique, politique, réglementaire, sociétal, qui doit finalement inciter à réfléchir cette stratégie de décarbonation et d'adaptation à l'échelle de son organisation. Et puis ensuite, rentrer un petit peu plus dans le détail des méthodes et des cadres. Donc rentrer, connaître les points clés pour la réalisation de son bilan carbone, les exigences des référentiels internationaux, identifier et comprendre voilà, les étapes plus en détail que ce qu'on vous a présenté aujourd'hui de façon synthétique, mais de définition d'une stratégie de décarbonation. Les cadres de certification comme le SBTi et aussi les outils de suivi, puisque ça va être aussi ça qui va être capital. Comment, une fois qu'on a défini une stratégie, comment la suivre de façon fine et précise. Et puis, un dernier objectif également qui sera de bien refaire le point sur le fonctionnement des différents mécanismes qui permettent aux agriculteurs aujourd'hui de bénéficier de rémunération carbone. Donc voilà, il y a un ensemble de mécanismes qui coexistent, les primes filières, les crédits carbone, les certificats carbone, un cadre européen aussi qui va arriver pour harmoniser les méthodes. Voilà, vous donner un peu à voir comment ces différents mécanismes coexistent, quelles sont leurs places, qu'est-ce que les agriculteurs peuvent en attendre et vous, en tant que coopérative, comment vous pouvez vous positionner par rapport à l'ensemble de ces sujets. Donc, ça sera une formation de 3 fois 3 heures en distanciel. A priori, donc, vous avez le tarif ici et sur
un créneau fin mars, début avril. Donc si vous êtes d'ores et déjà intéressé, n'hésitez pas à nous revenir pour qu'on essaye de caler des dates qui vous conviennent d'ores et déjà. Et ben, je vous propose maintenant de passer aux questions réponses. Je vois qu'il y a quelques questions du coup dans le fil. Quels sont les 3 autres secteurs qui devront réaliser leur feuille de route climat? Alors du coup, c'est les 4 secteurs les plus émetteurs, donc transport, bâtiment et énergie, si je me trompe pas, qui sont du coup, les 3 autres secteurs qui doivent, aussi plancher sur leur feuille de route, climat. Comment démontrer dans le cadre d'usage des protocoles que l'achat de produits agricoles issus de zones hors Europe n'a pas induit de changement, d'affectation depuis 20 ans? Alors, je vous laisse compléter, Marine, et Laurette, pour apporter un premier niveau de réponse. Heu, En fait, on a différentes méthodes. Soit on a une traçabilité précise sur ces approvisionnements, qui va permettre de suivre justement si les parcelles auprès desquelles on s'est approvisionné étaient pas forêt il y a 20 ans. Donc ça, c'est la méthode la plus précise. Après, effectivement, on n'a pas toujours ce niveau de traçabilité. Si on n'a pas ce niveau de traçabilité, on va fonctionner plutôt par zone, et donc définir la zone, la région d'où provient l'approvisionnement et faire des proxys de changement d'usage des sols associés à chaque zone. Donc calculer des moyennes, voilà, quel a été le niveau de déforestation ou le changement d'usage des sols sur telle zone et donc l'affecter aux produits achetés. Oui, j'ai rien à rajouter là-dessus. Oui, effectivement, par exemple, si on prend, un exemple plus concret, si, la majorité de vos appros, viennent du Brésil où il y a effectivement, il est dit qu'il y ait beaucoup de déforestation qui soit effectuée, dans ces zones-là. Effectivement, il faudra voir quelle est la part de vos, appros qui viennent, du Brésil et affecter du coup ce proxy-là en fonction de la moyenne qu'on trouvera, bibliographique de la déforestation moyenne dans les zones d'Amérique du Sud. Je vois une... Question suivante. Ah oui, pardon. Non, je vois une dernière question. Y a-t-il des obligations réglementaires de mettre en œuvre cette stratégie de décarbonation pour une entreprise certifiée SBTi? Il n'y a pas d'obligation. En fait, le SBTi reste volontaire. C'est un engagement qui est volontaire. La seule obligation, c'est effectuer un bilan carbone à partir du moment où on est une entreprise au-delà de 500 salariés. En revanche, il y a de plus en plus d'entreprises qui le font. Et dans le secteur agroalimentaire, comme on l'a vu, il y a à peu près 32 entreprises qui se sont engagées sur les SBTi, agroalimentaire et coop, les deux confondus. Donc effectivement, à un moment donné, ça peut être intéressant de le faire aussi pour se rendre compte de voir quels sont les principaux puits de carbone et voir comment les réduire à terme. Mais il n'y a aucune obligation. Il y a une question concernant les engrais. Est-ce comptabiliser l'achat par la COP au titre du non-flag, l'achat de collecte au titre du flag? Je pense que la question est effectivement, est-ce que du coup, quand c'est pas un agriculteur, mais que c'est une coopérative qui achète des engrais, est-ce que du coup, l'achat d'engrais, rentre dans le flag ou dans le non-flag? Heu, pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt du non-flag, puisque le flag va concerner que la production au champ et les émissions amont. Donc en fait, ces achats-là, pour moi, ils seront au titre, du non-flag. Oui, certainement. Les émissions flag à reporter seront celles qui sont au champ et en amont du champ. Et en fait, tout ce qui va se retrouver en aval, dans les maillons aval de votre chaîne de valeur, seront comptabilisés comme non-flag. Donc, on prendra en compte si, par exemple, on produit du pain, les émissions liées à la gestion des terres, donc de culture de blé, et aussi les émissions qui vont être liées à
éventuellement le transport des engrais, etc. En revanche, tout ce qui arrive ensuite, donc la fabrication du packaging ou autre, viendra après et sera considéré comme émission non-flag. Et oui, le cas spécifique des achats d'appro, on revérifiera puisque effectivement c'est un peu spécifique et on vous confirmera, mais a priori plutôt SBTI non-flag. Quand seront publiées les feuilles de route grande culture intercéréales Terre Univia? Dès lors qu'elles auront été validées par l'ensemble des parties prenantes. Donc j'ai pas de délai ni de date à vous fournir malheureusement aujourd'hui. Quel rôle bénéficie de la coopérative en tant qu'agrégateur de crédit carbone pour les adhérents? Est-ce complémentaire? Peut-être je peux apporter un premier niveau de réponse et puis je laisse Marine compléter. En tant que coopérative, ça dépend si en fait vous faites juste entre guillemets «le travail d'agrégateur», ou si vous contribuez aussi à acheter ces crédits carbone. Si vous faites le travail d'agrégateur, là, on va plutôt considérer que vous allez rendre un service effectivement, à vos producteurs et que l'objectif, c'est plutôt de leur permettre d'accéder à une rémunération complémentaire, pour ce carbone. Après si vous, en tant qu'agrégateur, vous allez aussi, acheter les crédits carbone, issus de vos agriculteurs, là, c'est, un positionnement, un peu différent, avec, des sujets aussi, quand on vient acheter des crédits carbone, à des agriculteurs qui sont dans sa chaîne de valeur, des sujets de double compte potentiel, qui sont notamment des sujets qu'on abordera dans la formation qu'on vous propose, puisque ça demande de passer un peu de temps pour bien comprendre, les enjeux puisque le SBTI, en tout cas, a une certaine position aujourd'hui sur justement la possibilité de financer ou pas des crédits carbone dans sa chaîne de valeur. Quelle fréquence pour le bilan carbone, dans le cadre de la CSRD? Est-ce qu'on a, d'ores et déjà des informations là-dessus? Est-ce que la CSRD est suffisamment précise? Je sais pas si Alors, Laurette, normalement, c'est annuel parce que c'est un reporting extra-financier qui doit se faire tous les ans et si, c'est, s'il y a preuve d'incidence, entre les activités de l'entreprise et le changement climatique, il faudra, d'après notre compréhension des textes, faire un bilan, annualisé tous les ans. OK. Merci pour ta réponse. La prochaine question, quelles sont les conditions nécessaires en termes de collecte de données pour pouvoir comptabiliser le stockage de carbone dans son bilan? Effectivement, dans le cadre de FLAG, le GHG, Land Sector and Removal, est assez exigeant. Il faut pouvoir avoir une surveillance continue du stockage, une traçabilité sur les données, que si jamais il y a des variations nettes de stock de carbone, qu'elles soient comptabilisées à l'aide de données empiriques qui soient spécifiques aux puits et aux bassins de carbone stockés. Et en fait, il faut qu'il y ait un contrôle permanent du stockage. Donc, les entreprises ne déclareront ces absorptions, que si les réservoirs de carbone font l'objet d'une surveillance continue et donc sur lesquels vous avez des données primaires avec un plan de surveillance afin de démontrer que du coup le carbone reste stocké et qu'il n'y a pas de perte de carbone. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est assez exigeant et donc c'est optionnel. Et bien sûr, dans la trajectoire FLAG, du coup, ce sera aussi optionnel et ne pourront être revendiquées que les séquestrations qui auront d'ores et déjà été prises en compte dans l'inventaire GHG, Land Sector and Removal. Et en termes de données, potentiellement, il faut réussir à coupler effectivement, comme dit Marine, de la donnée, primaire, donc vraiment de la donnée, de pratique à l'échelle de l'agriculteur. Ensuite, pouvoir, faire une modélisation assez fine avec des modèles, de niveau tiers 3
pour estimer le stockage de carbone et potentiellement aussi coupler ça avec des mesures. Donc voilà. Un objectif, de collecte de données, assez exigeant. La prochaine question, la compensation pour une entreprise avec l'achat de crédit carbone agricole n'est possible qu'à partir de 2030. Non, en fait, il est possible de compenser ces émissions avant, de manière volontaire. Après, le SBTI donne un cadre pour éviter qu'il y ait justement qu'on considère que vous faites d'abord de la compensation avant la réduction, puisque la priorité reste la réduction sur son périmètre. Mais la compensation peut être faite de manière volontaire à partir du moment où vous le souhaitez. Et ça peut être avec l'achat de crédit carbone agricole, par exemple, ou autre. Et en soi, il y a deux caps à passer. Ce qui est obligatoire, c'est que si vous engagez sur du SBT long terme net zéro, vous devrez compenser vos émissions incompressibles dans des puits de carbone naturels à partir de 2050. Mais avant ça, il est possible de faire la compensation de manière plus bénévole, volontaire, comme on le souhaite. Merci Marine. Et dernière question, le plan de décarbonation de l'économie française et la trajectoire de -22 pour le secteur agricole sont-ils basés sur le référentiel SBTI? Alors, non, pas directement puisque le référentiel SBTI est plutôt conçu pour, les entreprises. Là, c'est donc, l'État, français qui définit des budgets carbone, par secteur, économique, selon aussi, l'objectif de réduction d'émissions qu'elle se voit, attribuer, par l'Europe. Donc voilà, ça découle plutôt des obligations et des objectifs européens, qui sont fixés par État et par secteur. Hem Eh bien, je vois qu'on arrive à la fin du temps imparti. Il y a une dernière question qui vient d'arriver. La CSRD implique de mettre en œuvre un plan d'action qui suive une méthode scientifique en équation avec les objectifs de 1,5 degré de réchauffement. Donc SBTI obligatoire, point d'interrogation. Est-ce que du coup, la CSRD finalement, demande indirectement d'avoir une trajectoire SBTI, validée? Alors ça peut être un outil dont on peut se servir parce que dans le cadre du coup de la mise en place d'objectifs SBTI, on va, réaliser, des bilans carbone et définir, une stratégie. Mais, par contre, non, ça ne veut pas dire que, parce qu'on est soumis à la CSRD, il faudra mettre, en place des objectifs SBTI. Ça peut être un outil parce qu'on va entamer un processus de stratégie, de mise en place d'une stratégie, mais on peut très bien avoir une stratégie de décarbonation, par exemple, pour, atteindre enfin, dans le cadre de la CSRD, sans mettre en place des objectifs, SBTI. Ça peut être compatible, mais c'est pas, obligatoire effectivement de s'inscrire, de faire du SBTI, si hem, on doit respecter la CSRD, pardon. Et ben, je vous remercie en tout cas pour, vos différentes questions, votre participation, et puis, on vous, transmettra, on vous enverra le replay, de ce webinaire. Si vous avez des questions complémentaires et si vous souhaitez notamment si vous êtes intéressé par, une formation, plus complète, bah, n'hésitez pas à nous revenir et puis, on vous souhaite, un bon appétit et une bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.